Bonjour chers étudiants, on continue notre vidéo avec la suite de la série 1. Alors le problème 4, dans ce problème-là, on dit que la chloration radicalaire de l'isopentane conduit à un mélange d'isomères d'opposition dans les proportions suivantes. Alors, on obtient 30% du 1-chloro-2-méthylbutane, 15% du 1-chloro-3-méthylbutane, 33% de 2-chloro-3-méthylbutane et 22% de 2-chloro-2-méthylbutane. La première question, donnez le mécanisme de la réaction, c'est-à-dire de la réaction de substitution radicalaire avec le chlore. Et deuxième question, déduire des pourcentages précédents, c'est-à-dire de ces pourcentages-là, déduire la réactivité comparée des carbones par rapport à la chloration, selon le degré de substitution, en justifiant votre sélectivité. Et justifier bien sûr cette sélectivité. Alors, le mécanisme de la réaction de substitution radicalaire. Alors, cette substitution-là, elle s'effectue en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est l'étape qui permet de déclencher cette réaction de substitution radicalaire. Donc, cette première étape, on l'appelle initiation. Et bien, qu'est-ce qu'on a dans cette étape-là? On a Cl2 qu'on va irradier, donc on va envoyer des photons H nu ou bien on chauffe à 300 degrés. Alors là, la molécule de Cl2 va se cliver, donc il y aura une rupture homolytique pour donner 2 Cl points, 2 radicaux Cl points. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de propagation. Et bien, dans cette étape de propagation, on a 2 réactions. La première réaction, l'alcane RH va réagir avec Cl point qui est formé dans l'étape d'initiation. Alors là, dans la liaison là, RH, donc carbone, hydrogène, donc cet électron-là va venir ici, et cet électron-là, il va former une liaison avec le Cl point. Voilà. Donc on obtient R point plus HCl. Donc ça c'est la première réaction. La deuxième réaction, le R point formé ici, eh bien, il va réagir avec une molécule de Cl2 pour donner le RCl, le produit de substitution, plus Cl point. Alors, voilà la première réaction et voilà la deuxième réaction. On l'appelle étape de propagation parce que ces 2 réactions vont se répéter plusieurs fois. Comment? Eh bien, le Cl point formé ici, eh bien, il va réagir avec une autre molécule de RH pour donner R point plus HCl. Ensuite, R point réagit avec Cl2 pour donner RCl plus Cl point. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment, le Cl point formé ici, il ne trouve plus de RH. Tous les RH ont été consommés. Alors, c'est l'étape finale, la troisième étape, la dernière, c'est ce qu'on appelle l'étape terminaison. Et bien, dans cette étape-là, on a uniquement des réactions entre les radicaux formés, donc R point plus Cl point qui va donner RCl, et R point plus R point qui va donner RR, et Cl point plus Cl point qui va donner Cl2. Donc des réactions entre les radicaux. Très bien. Alors maintenant, la deuxième question, déduire des pourcentages précédents la réactivité comparée des carbones par rapport à la chloration. Alors, l'isopentane. L'isopentane, voilà la structure de l'isopentane. Donc, on a une chaîne à 4 carbones avec une ramification la méthyle. Donc là, il y a une certaine symétrie. Alors, s'il y a une certaine symétrie, ça veut dire que ce CH3 et ce CH3, ils sont identiques, alors que ce CH3-là, il est différent. C'est normal, parce que ces deux CH3, ils sont fixés à un CH, alors que ce CH3, il est fixé à un CH2. Donc, si on veut examiner donc, cette molécule, on a combien d'ensembles d'hydrogène qui sont équivalents?
Eh bien, il y a 4 ensembles d'hydrogène équivalents. Voilà le premier ensemble. Voilà le deuxième ensemble. Voilà le troisième ensemble. Et voilà le quatrième ensemble d'hydrogène. Donc on a 4 hydrogènes différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va faire une substitution radicalaire avec le Cl point, eh bien le Cl point il arrive, alors il va substituer un hydrogène là ou bien là, c'est pareil, donc ça va donner le 1-chloro 2-méthylbutane. Ensuite, il peut substituer un hydrogène là, eh bien ça va donner 1-chloro 3-méthylbutane. Il peut substituer un hydrogène ici, et bien ça va donner le 2-chloro-3-méthylbutane, ou bien un hydrogène là pour avoir le 2-chloro-2-méthylbutane. Donc on a 4 dérivés monochlorés obtenus par une réaction de substitution radicalaire sur l'isopentane. Très bien. Donc voilà les 4 ensembles d'hydrogènes qui sont équivalents, dont l'isopentane. Donc la chloration radicalaire de l'isopentane va conduire à 4 dérivés monochlorés. Donc on va écrire la structure de ces dérivés monochlorés. Donc voilà notre produit de départ, l'isopentane, qui va subir une réaction de substitution radicalaire. Donc le Cl point, il va substituer un hydrogène là ou bien là, c'est pareil. Donc il va donner ce composé là qui est le 1-chloro-2-méthylbutane et le pourcentage c'est 30%. Deuxième possibilité, le Cl point, il peut substituer un hydrogène là. Donc il va donner le 1-chloro-3-méthylbutane avec un pourcentage de 15%. Ou bien il va substituer un hydrogène là. Ça va donner le 2-chloro-3-méthylbutane avec un pourcentage de 33%. Et le dernier, la dernière possibilité, peut substituer cet hydrogène-là. Et ça va donner le 2-chloro-2-méthylbutane avec 22%. Alors ces pourcentages-là, ce sont des pourcentages, si vous voulez, pratiques, expérimentaux, obtenus par expérience. Très bien. Alors, la réactivité de chaque carbone, comment on va la déterminer? Connaissant les pourcentages, eh bien, on va diviser ce pourcentage par le nombre d'hydrogènes possibles qui peuvent donner chaque composé. C'est-à-dire, si on prend par exemple le premier composé, il est obtenu avec un pourcentage de 30%, eh bien, ce composé-là, on a 6 hydrogènes qui sont équivalents, qui peuvent donner le 1-chloro-2-méthyle. Donc, il suffit de diviser le 30% par 6. Là, on a 15%. Eh bien, il y a 3 possibilités. Hein, donc, il suffit de diviser le 15 par 3, et ainsi de suite. Donc, la réactivité de chaque carbone, on va diviser le pourcentage par le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner chaque composé. Donc, on va voir ça dans un tableau. Alors là, on va mettre la première colonne, on va mettre la structure. Par exemple, le premier composé là. Comment on peut obtenir ce composé-là? Donc, on a 6 possibilités, puisque là, il y a 6 hydrogènes qui sont identiques. Alors, le nom, c'est 1-chloro-2-méthyle. Le pourcentage obtenu, c'est 30%. Le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner ce composé-là, c'est 6, puisque là, CH3, CH3, il y a 6 hydrogènes qui sont identiques. Alors, en divisant le pourcentage par 6, on trouve 5. Très bien. Le deuxième composé, monochloré, là, le nom, c'est 1-chloro-3-méthylbutane. Le pourcentage, c'est 15%. Maintenant, quel est le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner ce composé-là? Il n'y en a que 3. Donc, on va diviser 15 par 3. Et ça va donner 5. Troisième composé, c'est-à-dire le 2-chloro-3-méthylbutane. Eh bien, ce composé-là, il est obtenu avec un pourcentage de 33%. Et quel est le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner ce composé-là? Eh bien, il n'y en a que 2.
Donc on va diviser 33 par 2. Ça va donner 16,5. Et le dernier composé monochloré, c'est-à-dire le 2-chloro-2-méthylbutane, il est obtenu avec un pourcentage de 22%. Et quel est le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner ce composé-là? Eh bien là, il n'y en a qu'un seul. 22. On va diviser 22 par 1, on obtient 22. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez. Là, il y a 6 hydrogènes et on obtient 30%, alors que là, il y a un seul hydrogène et on obtient 22%. Alors de là, on va déduire quoi? Eh bien, on va déduire ce qu'on appelle la réactivité relative. C'est-à-dire, on a 3 types de carbone. On a carbone primaire, on a carbone secondaire et on a carbone tertiaire. Alors, pour déterminer cette réactivité comparée, eh ben, on va diviser par la plus petite valeur, c'est-à-dire on va diviser par 5. Et cette réactivité-là de 5 correspond au carbone primaire. Et en divisant par 5, ces 3 valeurs de réactivité, eh ben, on va trouver la réactivité comparée obtenue. Donc on va diviser par la plus petite valeur. Alors 5 divisé par 5, c'est 1. Là, 5 divisé par 5, c'est 1. Là, 16,5 divisé par 5, c'est 3,3. Et là, 22 divisé par 5, c'est 4,4. Alors, je vais un petit peu détailler ou bien expliquer ces valeurs de réactivité comparée. C'est-à-dire que dans une molécule, si vous avez des carbones primaires, secondaires et tertiaires qui portent des hydrogènes et qu'on veut faire une réaction de substitution radicalaire, eh bien, le carbone tertiaire qui porte un hydrogène, dans le cas bien sûr de chloration, eh bien, il est 4 fois plus rapide qu'un hydrogène lié à un carbone primaire. Pareil, un hydrogène lié à un carbone secondaire, il est 3 fois plus rapide qu'un hydrogène lié à un carbone primaire. Ben, c'est ça la réactivité, si vous voulez, comparée. Donc, si vous voulez plus encore, donc, si vous avez dans une molécule donc, différents types d'hydrogène, eh bien, si vous prenez un hydrogène lié à un carbone primaire, si on veut le comparer à un hydrogène lié à un carbone tertiaire, c'est comme si vous avez 4 hydrogènes primaires. Alors, vous voyez, pour un hydrogène primaire, on a 4 hydrogènes, hein, si vous avez un hydrogène tertiaire. Alors, la réactivité comparée, donc pour le carbone primaire, c'est 1, secondaire, c'est 3,3 et tertiaire, c'est 4,4. Eh bien, lors de la réaction de chloration radicalaire, un carbone tertiaire réagit 4 fois plus rapide qu'un carbone primaire. Et un carbone secondaire réagit 3 fois plus rapide qu'un carbone primaire. Alors, c'est ce qui est en accord avec la stabilité des radicaux libres. Vous savez qu'un radical tertiaire, il est plus stable qu'un radical secondaire, qui est plus stable qu'un radical primaire. Alors, donc ainsi prend fin donc, cet exercice. Donc on va passer maintenant à l'exercice 5. Sachant que A réagit avec une mole d'hydrogène, identifiez les composés A, B, C et D. Donc là on donne A qui réagit avec une mole de H2 pour donner B. B réagit avec Br2 en présence de H nu. Lorsque vous voyez Br2 H nu, ça veut dire qu'on va faire une réaction radicalaire qui donne C plus D. Ensuite, 2D plus 2Na donne E, 2,3-diméthylbutane. Alors, on demande d'identifier les composés A, B, C et D, c'est-à-dire de donner la structure, ou bien si vous voulez la formule semi-développée, de ces 4 composés A, B, C et D. Alors, on ne peut pas commencer par la première réaction, puisque la première réaction, tout ce qu'on a comme indication, ça veut dire que A il va réagir avec une mole de H2 en présence de catalyseur. Ça veut dire que A c'est un alcène et B c'est un alcane. Ensuite, cet alcane-là va réagir avec Br2 en présence de H nu. Donc, on va faire une substitution radicalaire. On va obtenir 2 isomères C et D. Et que l'isomère D, on va le faire réagir avec 2Na pour donner E. Alors, on va utiliser la dernière réaction puisqu'on connaît le produit final.
Donc, utilisons la dernière réaction pour déterminer la structure de D. Alors, le composé E obtenu, là, il est obtenu par une réaction qu'on appelle la réaction de Worth. C'est une réaction de duplication. Donc, vous voyez que là, le composé E, il a une structure qui est symétrique. Donc, c'est une réaction de duplication. Ça veut dire qu'on va diviser la structure de E par 2, là, on va la diviser par 2 pour trouver la structure de D. Alors, la réaction de Worth, c'est une réaction de duplication du radical R. Donc, voilà le schéma général. Donc, on part de 2Rx plus 2Na. Ça donne RR. Donc, vous voyez là, on duplique le radical R. C'est-à-dire, on va doubler le radical RR plus de NaX. Donc, là, pour avoir la structure de Rx, donc, il suffit de diviser là, la structure obtenue dans la réaction de Worth par 2. Et on a la structure de Rx. Alors, connaissant la structure de E, on peut déterminer la structure de D. Donc, voilà la structure de D. Donc, on va diviser ça par 2, CH3, CH, CH3, et on va fixer un brome. Alors, pourquoi on fixe un brome? Parce que là, le composé D, il est obtenu par une réaction de bromation. Très bien. Donc, C et D, ce sont des isomères de position, car ils sont obtenus par une réaction de bromation radicalaire. Donc, le composé B est un alcane. Donc, le composé B, donc, il a subi, donc, il est obtenu par, le composé B, il est obtenu par une addition d'une mole d'hydrogène sur A. Donc, le composé A est un alcène. Donc, d'où les structures de A, B, C et D. Donc, on connaît la structure de D et C, c'est l'isomère de D. Donc, voilà D. C, donc on va mettre un brome ici pour avoir l'isomère de D. Si on veut la structure de B, B est un alcane, donc on va enlever les bromes, on va remplacer les bromes par H, donc on obtient donc notre alcane. Donc voilà le composé B. Et le composé B, il est obtenu par addition de H2 sur un alcène. Donc on va mettre une double liaison, soit là, c'est pareil. Et on a la structure de A. Donc voilà la structure de A, B, C et D. Alors maintenant, calculons le pourcentage théorique de chacun des produits monobromés B et C. Alors, pour calculer les pourcentages théoriques, eh bien, on va considérer que tous les hydrogènes vont avoir la même réactivité. Donc, on ne va pas faire la différence entre un hydrogène lié à un carbone primaire ou bien un carbone secondaire. Alors, les carbones primaires, secondaires et tertiaires donc, vont avoir la même réactivité. Alors, on va mettre dans ce tableau donc, les structures. Donc, voilà le composé C et voilà le composé D. Alors, le pourcentage théorique, alors le composé C, il est obtenu par une réaction de substitution radicalaire sur le CH3, CH2, CH3. Donc, quel est le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner ce composé-là? Eh bien, il y en a 6. Il y en a 3 là et 3 là, donc 6. Le nombre d'hydrogènes total, donc on a 3 et 3, 6, plus 2, 8. Donc, pour calculer le pourcentage théorique, on va diviser le nombre d'hydrogènes équivalent, qui donne le composé C, sur le nombre d'hydrogène total. Et on va multiplier bien sûr par 100. Donc là, excusez-moi, donc j'ai oublié de multiplier par 100. Très bien. Là, c'est pareil, pour avoir ce composé-là, donc on a deux possibilités, donc deux hydrogènes. Donc on va diviser 2 par le nombre d'hydrogène total et on va multiplier par 100. J'ai oublié de mettre ici par 100 pour avoir le pourcentage. Sinon, on va obtenir 0,25. Très bien. Donc, pour calculer le pourcentage théorique, alors on va considérer, bien sûr, je répète, que tous les hydrogènes, ils ont la même réactivité. Donc, il n'y a pas une différence entre un hydrogène lié à un carbone primaire, ou bien un carbone secondaire, ou bien un carbone tertiaire. Et le pourcentage, il est calculé en divisant le nombre d'hydrogènes équivalents sur le nombre d'hydrogènes total. Très bien.
Alors maintenant, on va calculer le pourcentage pratique pour les produits B et C, sachant que la réactivité des carbones primaires, secondaires et tertiaires est dans l'ordre suivant: 1 pour un carbone primaire, 82 pour un carbone secondaire et 1600 pour un carbone tertiaire. Alors là, c'est la réactivité dans le cas de bromation. Je répète, ces valeurs-là, c'est dans le cas de bromation. Alors pour calculer les pourcentages pratiques, alors là, il faut faire attention, on doit tenir compte de la réactivité des carbones primaires, secondaires et tertiaires. Donc le calcul de nombre d'hydrogène doit tenir compte s'il est lié à un carbone primaire, secondaire ou bien tertiaire. Donc lorsqu'on va calculer le nombre d'hydrogènes, on va multiplier chaque type d'hydrogène par son réactivité. Allons-y. La structure, voilà pour le composé C, le composé D, pourcentage pratique. Alors, le composé C, il est obtenu à partir de ces 6 hydrogènes. Alors, ces 6 hydrogènes sont primaires, donc on va multiplier 6 par 1, qui divise le nombre d'hydrogènes total. Et bien, total, ça veut dire 6 multiplié par 1 plus 2 multiplié par 82. Alors, là aussi, on a oublié, bien sûr, de multiplier ça par 100. Très bien. Le composé D, eh bien, le nombre d'hydrogènes qui peuvent donner le composé D, il n'y en a que 2. On va les multiplier par 82 et on divise par le nombre d'hydrogènes total, c'est-à-dire 6 fois 1 plus 2 fois 82. Là aussi, j'ai oublié de multiplier par 100. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le composé D, il est obtenu avec un pourcentage de 96,5%. Donc, c'est majoritaire comme produit. Donc, on en déduit que la bromation radicalaire des alcanes est une réaction sélective. Ça veut dire quoi sélective? C'est-à-dire qu'elle conduit à un seul produit majoritaire. Donc, ça veut dire que 3%, c'est vraiment négligeable. Donc, elle conduit à la formation d'un produit majoritaire. Alors, on termine donc notre série par l'exercice 6. On demande de proposer une suite de réactions permettant de passer d'un composé A à un composé B. Alors, on donne le premier composé A, c'est le 2,2-diméthylpropanal. Comment on peut obtenir le 2,2,5,5-tétraméthylhexane? Alors, dans ce type de problème, lorsqu'on vous demande de proposer une méthode de synthèse, eh bien, la première chose, c'est on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ pour voir le changement. Alors, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'on a dupliqué la structure du produit de départ. Ça veut dire qu'on a doublé. Donc, vous voyez ici, là, on a une chaîne à 3 carbones avec 2 méthyl. Et cette chaîne-là de 3 carbones, on l'a doublée ici. On la retrouve là. Vous voyez? On a dupliqué cette structure-là. On l'a dupliquée. Donc, on l'a doublée. Alors, si on l'a dupliqué, donc, on va penser donc à la réaction de Worth. Donc, la chaîne carbonée principale du produit obtenu donc, contient 6 carbones, c'est-à-dire le double de la chaîne principale du produit de départ. Donc, on doit penser à utiliser la réaction de Worth. La réaction de Worth, le schéma général, vous le connaissez, donc on part de 2Rx plus 2Na, on a RR plus 2NaX. Donc pour cela, donc, on a besoin de Rx, alors que là, on n'a pas X. Donc on doit transformer ce composé-là en dérivé halogéné. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc premièrement, on doit réduire le CO en CH2. Donc là, on utilise soit la réaction de Clemmensen, soit Wolff-Kishner. Donc là, vous avez le choix. Voilà, on part de notre composé, donc on utilise soit le
réactif de Clemmensen, c'est-à-dire du zinc amalgamé au milieu acide, ou bien, premièrement, l'hydrazine NH2, NH2, deuxièmement, on chauffe au milieu basique, c'est la réaction de Wolff-Kishner, et on réduit le CO en CH2, donc on obtient ici CH3. Deuxième réaction, on va transformer donc notre alcane, donc on va préparer le dérivé bromé. Donc on va réaliser une réaction de bromation radicalaire. Voilà, donc on prend notre composé là obtenu précédemment, on fait une bromation radicalaire, donc on va remplacer l'un des CH3 par un brome, c'est pareil, hein. Là ou bien là ou bien là ou bien là, c'est pareil, c'est la même chose, donc c'est symétrique. Donc on obtient notre dérivé bromé, le 1-bromo de 2 du méthylpropane. Et la dernière étape, on réalise la réaction de duplication de Worth, c'est-à-dire 2 fois le radical R plus 2Na, ça donne le 2,2,5,5 tétraméthyl hexane. Très bien. Deuxième réaction, toujours l'exercice 6. Comment on peut passer de 1-chloro-2-méthylpropane au 2-méthylpropane? Alors pareil, en comparant le produit obtenu avec le produit départ, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que là, le Cl n'y est plus. Donc on a remplacé le Cl par H. Alors, comment on peut faire cette réaction-là? Eh bien, pour remplacer le chlore par H, donc on va penser à la voie de préparation des alcanes à partir des dérivés des halogénures d'alkyle, Rx. Deux méthodes sont possibles. Réduction des halogénures d'alkyle, Rx, H2 nickel, donc remplace X par H. Deuxième, c'est l'hydrolyse organomagnésiens. Rx plus Mg donne RMgX, et après on fait l'hydrolyse de RMgX, on obtient RH. Bon, là je vous invite donc votre cours de hydrocarbures, donc hydrocarbures fonction monovalente, oui c'est ça, chapitre des alcanes, hein, pour la préparation des alcanes. Comment on prépare les alcanes à partir de dérivés, plutôt des halogénures d'alkyle. Alors, réduction d'halogénures d'alkyle. Donc, première méthode, donc on peut utiliser H2 nickel et on peut réduire le chlore en H. Donc, on obtient donc le 2-méthylpropane. Deuxième méthode, par voie magnésienne, c'est-à-dire on va hydrolyser l'organomagnésiien. Alors, tout d'abord, on va préparer l'organomagnésiien. On part de Rx plus Mg, donc qui va donner RMgX. Donc vous savez ici que l'halogène il est plus électronégatif que le carbone, donc delta plus sur R, delta moins sur X. Lorsqu'on prépare l'organomagnésiien, eh bien là il y a une inversion de polarité. On a delta moins sur R et delta plus sur le métal. Et lorsqu'on fait l'hydrolyse, vous savez que l'organomagnésiien, donc là on a le Mg, donc on a delta plus sur le métal et là delta moins sur le R. Lorsqu'on fait l'hydrolyse avec de l'eau, donc le moins il va capter le H+. Ça va donner RH plus MgOHX. Donc ça c'était un petit rappel, hein, dans un chapitre, on va voir ça en détail, donc chapitre des organomagnésiens. Hein, on reviendra par la suite. Donc on va préparer notre organomagnésiien, donc on part du dérivé chloré Mg dans l'éther, on prépare donc le dérivé d'organomagnésiien, et après donc on va faire l'hydrolyse tout simplement de notre organomagnésiien. Et on obtient donc notre alcane. Toujours, donc l'exercice 6, on demande de proposer une méthode de synthèse à partir de A pour avoir le composé B. Donc, en comparant le produit obtenu avec le produit départ, on remarque qu'on a le même nombre d'atomes de carbone. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a conservé le même nombre d'atomes de carbone. Alors, que s'est-il passé? Alors là, on a une chaîne linéaire.
Alors que là, on a un cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a fermé ici, donc on a formé un cycle ici, donc un cycle à 3. Alors, donc on a formé un cycle à 3. Donc, il s'agit d'une réaction de Works intramoléculaire. Donc, on va faire une réaction de Works intramoléculaire avec l'un des deux bromes. Donc, voilà, donc on part de notre composé. Donc, on va faire réagir avec le sodium. Donc, le sodium va réagir avec l'un des deux bromes. Donc, on va former ici le composé donc, avec NaBr. Donc là, on a delta plus et là, on a delta moins. Voilà. Pourquoi là on a delta plus? Parce que là le brome il est plus électroattracteur que le carbone. Pourquoi on a ici delta moins? Parce que là on a le sodium, c'est un métal. Donc les métaux ils sont des éléments électropositifs. Et le moins, donc là, il va réagir, donc il va attaquer le C+, avec des parts de Br-. Et on forme donc notre composé cyclique, notre composé B. Voilà, ainsi prend fin donc cette vidéo. Il y a aussi le corrigé de la série 1. Donc on va se retrouver, Inch'Allah, bientôt avec notre vidéo concernant la série 2. Je vous remercie.